Je sens qu'on est bien préparé pour parler de la francisation. Mais vous avez raison, Madame la ministre, quand on regarde les crédits, on se dit, ma foi, mais la vraie ministre de la langue française au Québec, c'est la ministre de l'Immigration. Quand on regarde l'ampleur des budgets, c'est assez frappant, c'est assez étonnant. Vous avez un budget qui en francisation, est de 67 millions, si je m'en fie aux chiffres, mais il y a aussi, et ça, c'est un budget de 78 millions qui s'en va vers l'éducation, loisirs et sport. On découvre, quand on examine ce budget-là, qu'il y a une petite partie seulement, cependant, qui est consacrée à la francisation dans ce budget-là. Puis il y a aussi un 75 millions qui s'en va à emploi et solidarité sociale. Ça, j'imagine qu'il y a moins de francisation là. Donc, vous faites beaucoup de francisation à même votre budget, mais il y a une partie que vous ne contrôlez pas. J'ai bien compris aussi dans les réponses d'hier, dans quelques interrogations, malheureusement, j'ai pas pu assister à toute la séance de ce matin, mais j'ai bien compris qu'on essaie, je vois qu'il y a une tentative très nette pour essayer de bien montrer qu'il y a une collaboration, mais elle n'apparaît pas évidente entre votre ministère et, disons, la ministre responsable de l'application de la Charte. L'Office québécois, en tout cas dans tout ce que je lis, apparaît comme assez éloigné des politiques. Et il me semble pas non plus évident que vous avez un lien très étroit avec le ministère de l'Éducation. L'impression extérieure que ça donne, quand on regarde la francisation au ministère de l'Immigration, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est utilisé sans qu'il y ait vraiment un contrôle de ces sommes-là, et surtout sans qu'il y ait une concertation réelle. Je sais qu'il y a un comité conjoint qui existe, mais il y a un comité conjoint qui existe, mais on n'en voit pas vraiment la teneur et l'ardeur. Ça, c'est une question assez fondamentale. Peut-être que vous êtes en train de le faire, mais pour le moment, il semble bien qu'il y a une désorganisation. Par exemple, et je pourrais vous donner de très nombreux exemples, et mon estimé collègue de Lévis a cité plusieurs chiffres sur lesquels très franchement, je tique. Parce que on peut donner beaucoup de chiffres, mais il faudrait d'abord être certain que ce sont les bons chiffres et ensuite qu'ils sont bien éclairés. Et j'y reviendrai un petit peu si j'ai le temps. Juste, vous parliez tout à l'heure de l'assimilation linguistique. Le tableau le plus clair que j'ai, je crois pas qu'il soit contestable, c'est qu'en 2006, il y avait eu, dans les transferts linguistiques, des francophones, 20 000 personnes qui sont allées vers l'anglais, et des langues autres, 160 000 personnes, pour un total de 180 000 transferts linguistiques vers l'anglais. Alors que vers le français, parce qu'il y a eu aussi des transferts vers le français des allophones, au nombre de 145 000, mais évidemment qu'on doit diminuer des 20 000 qui ont transféré vers l'anglais. Vous voyez donc qu'en 2006, tout chiffre confondu, et je pense que vos statistiques s'arrêtent à peu près au même endroit, il y a eu plus de transferts linguistiques des francophones et des allophones vers la langue anglaise qu'il n'y a eu de transfert linguistique vers le français. Notre inquiétude date de ce moment-là. Notre inquiétude date de ce qui avait été examiné entre 2001 et 2006, qui sont les dernières statistiques vraiment valables. Mais voilà pour rétablir un petit peu les choses. L'inquiétude, ce n'est pas une question d'idéologie. Au contraire, le souci que nous avons, c'est que le français soit vraiment l'outil le plus exhaustivement perfectionné pour s'assurer qu'on réussisse une intégration réussie, qu'on réussisse une intégration de l'ensemble des immigrants. À cet égard, vous avez parlé, c'est intéressant parce que vous parlez de l'amont. Vous dites, nous avons instauré un test pour vérifier la compétence linguistique. Moi, à cet égard, j'ai quelques questions. La première, c'est est-ce que vous avez... D'abord, je serais curieux de savoir comment ça se déploie, ce test-là, d'une part, parce qu'on parle de tests qui sont donnés en amont, donc ailleurs, par l'intermédiaire, si je comprends bien, des alliances françaises et tout ça. La deuxième question que j'ai, c'est je serais curieux de savoir si vous avez des chiffres qui vous disent est-ce que le nombre d'immigrants, depuis que vous avez installé ce test-là, a diminué ou s'il a augmenté? Ça, je serais curieux de savoir ça. Le ministre. Attendez, je vais juste poser quelques questions. J'ai très, très peu de temps. Alors, je vais essayer d'ajouter des questions parce que j'ai une couple de thèmes. Puis, est-ce que, si vous avez sur les 4 derniers mois, disons, le nombre de demandes qui ont augmenté ou diminué suite à l'instauration de ce test-là, et j'aimerais savoir si vous prévoyez que vous allez recevoir plus de demandes ou moins de demandes suite à l'instauration du test que vous avez installé en amont. Merci. Madame la ministre.
Donc, votre première question, c'était de savoir comment le test est administré, hein? C'est bien ça? Un peu, oui, comment ça se déroule. Donc, c'est vraiment juste depuis le mois de décembre. C'est en 930 centres à travers le monde. Les tests, il y a une fiche qui explique exactement les partenaires. C'est des alliances françaises, c'est un test standardisé, c'est des ententes qui ont été signées avec ces organismes-là, qui sont qualifiés justement, et donc, mais il faudrait que je vois un peu les contrats dans plusieurs pays. Bon, dans le contexte de l'évaluation pratique actuelle, non, on n'est pas là. C'est antérieur, je suis pas là-dessus, là. Bon, regardez. Je suis désolé, j'ai peu de temps, monsieur le... Regardez, C'est vraiment des ententes avec des alliances françaises, mais qui sont... donc, c'est des tests qui sont administrés, il y a une évaluation qui est faite. Je veux dire, on a toute la confiance que c'est des organismes qui sont compétents et qualifiés pour administrer les tests. Donc, depuis le 6 décembre, les candidats à l'immigration doivent déposer les résultats obtenus à un test de compétences en français. Ces ententes établies avec 2 organismes français, la Chambre de commerce et l'Industrie de Paris et le Centre international d'études pédagogiques, pour l'utilisation de ces tests adaptés aux besoins du Québec. Ces organismes administrent les tests standardisés dans plus de 930 centres agréés dans 150 pays différents. C'est ça que je recherchais. Pas vraiment en mesure de répondre clairement à ma question parce que, mais donc je comprends aussi que vous n'êtes pas en mesure de répondre si ce test-là a eu une incidence sur le nombre de demandes depuis 4 mois. Ce que je vais vous dire, c'est trop récent encore. Vous savez, puis on a beaucoup de demandes actuellement. Mais je peux vous dire que je suis convaincue que ça n'aura aucun impact négatif. Et on l'a vu parce qu'on l'a vu avec... je sais pas si vous étiez ici quand j'ai parlé de la Chine. Oui. Et ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il y a des gens qui veulent venir ici. Et des fois, on peut être surpris de ça. On peut être surpris que les gens veulent venir ici et ils savent qu'on parle français ici et c'est pas sorcier pour eux d'apprendre une 2e ou une 3e langue. Alors, ils prennent des cours et moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je suis pas inquiète du tout et je pense que... Mais je vous crois, je partage. Mais le hasard veut qu'au moment où vous disiez cela, quelques secondes après, j'ai reçu un courriel, et je pense pas que ce soit quelqu'un qui nous écoute, qui raconte que l'ENA accueille une 20aine d'étudiants chinois. Et cette personne-là me dit, regardez à droite. Je regarde à droite, c'est inscrit, on voit la photo des étudiants. Pour plusieurs d'entre eux, le principal défi de leur adaptation et de leur formation réside dans la maîtrise de la langue. C'est pourquoi, dès leur arrivée au Québec, ils ont entrepris un perfectionnement de quelques mois en anglais, offert à l'ENA grâce au partenariat avec le Collège Champlain Saint-Lambert, qui s'ajoute à leurs années de scolarité en aéronautique. C'est étrange comme les événements. C'est un exemple qui semble un petit peu contredire ce que vous dites. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est un exemple. Mais c'est étonnant, pendant que vous disiez ça. Je vais vous poser une couple de questions un petit peu impressionnistes, vous allez pouvoir répondre. L'occasion de revenir, Mme la ministre, parce que le prochain bloc est un bloc de 15 minutes qui appartient du côté gouvernemental. Donc, on va lui donner le maximum de chances de poser ses questions. Ouais. L'autre question, je suis sûr que vous allez pouvoir répondre, Mme la ministre, c'est une question plus impressionniste, qui est, qu'est-ce que c'est, selon vous, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un parle français? Si je vous pose la question à vous, quel est le niveau? Qu'est-ce que c'est une personne? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, là. C'est 65%, 9 sur 10. Ça va, tu sais, les chiffres sont affolants. Mais ça veut dire quoi pour vous, parler français, pour quelqu'un qui connaît pas notre langue, et c'est pas un préjugé, là? Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Donc, il y a plusieurs niveaux de français. Puis je vais commencer en disant que nous, on a 3 niveaux, donc il y a le débutant, intermédiaire et avancé. Et on a développé
un cours de niveau spécialisé, surtout dans plusieurs domaines qui sont très en demande. Génie, informatique, dans le domaine de la santé, administration. Bon, pour revenir, donc quelqu'un qui connaît le français, c'est quelqu'un qui serait capable d'avoir une conversation, mais relativement simple et pas spécialisée. Quelqu'un qui sait lire le journal, pour vous, c'est quelqu'un qui a par exemple, si quelqu'un lisait le Journal de Québec, ou pouvait ce que vous dites, c'est un niveau de conversation. Oui. La conversation que nous avons, c'est une conversation. Lire, c'est plus facile que conversation. parler, hein. Lire, c'est plus facile. D'accord. Éliminons la lecture, c'est plus difficile, c'est vrai. Mais pour vous, quelqu'un qui parle français, c'est quelqu'un qui est capable de commander un repas dans un restaurant. Une conversation en milieu de travail aussi. En milieu de travail. Et moi, je vous dirais que quand vous parlez de mon impression, j'ai beaucoup plus de connaissances par les impressions parce que j'ai rencontré des centaines depuis que je suis ministre de l'Immigration et je pose la question aux gens. Je pose la question parce que je suis toujours impressionnée par leur capacité d'avoir une conversation avec moi et je leur demande toujours, souvent c'est des gens qui viennent de la Colombie ou ils sont souvent sud-américains et je leur demande, bon, où est-ce que vous avez appris votre français? Ils m'ont dit, dans les cours de francisation. J'ai dit, vous parlez bien, vous êtes capable de vous exprimer et souvent c'est des personnes qui vont témoigner lorsqu'on fait des annonces, lorsque je fais des annonces en région ou ailleurs. La partie de la conférence de presse qui est toujours la plus intéressante, c'est lorsque l'immigrant témoigne de son parcours. Et ils vont là, devant tout le monde, des fois c'est des réfugiés aussi, qui ne parlaient pas un mot de français lorsqu'ils sont arrivés. Et là, ils prennent la parole, souvent sans notes, parfois avec des notes. Donc la personne a écrit son texte. Et ils me disent souvent que c'est grâce au cours de francisation. Et une fois qu'ils prennent le cours de francisation, ils ont moins l'inquiétude, ils ont plus de sécurité pour parler la langue dans leur vie de tous les jours. Et là, évidemment, ça fait boule de neige, l'expérience d'apprendre le français. Mais il faut continuer à les accompagner pour qu'ils puissent, je vous dirais, le défi, c'est beaucoup, lorsque les gens sont très scolarisés, c'est qu'ils puissent avoir un emploi au niveau de sa compétence. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des cours de francisation à ce niveau-là, c'est-à-dire. Il y a des questions là-dessus. Oui, allez-y. Tantôt, j'entendais qu'il y avait de la formation en milieu de travail. Ce que les gens qui sont en formation professionnelle me disent, c'est qu'il y a de moins en moins de formation dans les milieux de travail eux-mêmes. On dit que c'est une tendance généralisée. Il y a de moins en moins de cours. Les entreprises ne demandent pas, donc j'imagine, parce que c'est lié aux entreprises, il n'y a pas de ces demandes-là. Ça diminue considérablement. Je parle de gens qui enseignent le français aux immigrants en formation professionnelle. Ce sont des témoignages réels que j'ai. Ma question pour vous, si vous parliez tantôt de 200 entreprises, par exemple, Madame la ministre, savez-vous combien il y a de petites entreprises de moins de 50 employés dans la grande région de Montréal? Madame la ministre. Non, le ministère, on n'a pas de données à cet égard. Je peux vous dire qu'il y en a 6 000. Savez-vous combien de milliers de travailleurs sont touchés, sont employés par ces 6 000 entreprises, ces 6 000 entreprises? Vous n'avez pas d'idée non plus, puis je ne veux pas jouer aux devinettes. Mais c'est de l'ordre de plus de 250 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont des gens qui travaillent en français, qui sont des francophones. Mais quand on parle de 200 entreprises, bravo, tant mieux. Mais il faut être conscient qu'il s'agit d'une très petite quantité d'entreprises par rapport à un très grand nombre d'entreprises. Et je veux vous poser une question. Il y a 2 programmes qui existent. Il y en a un qui s'appelle le PILI, le Programme d'intégration linguistique pour les immigrants, et il y a un programme qui s'appelle le PANA, le Programme d'accompagnement des nouveaux arrivants. Alors, il semble, et vous me détromperez si je fais erreur, qu'il n'y ait pas d'évaluation des résultats de ces programmes. Il semble qu'il n'y ait pas d'évaluation. Et s'il y en a une, j'aimerais bien l'avoir et en connaître les résultats, et surtout que ces résultats-là soient publics, parce qu'il semble être très difficile d'y avoir accès. Merci. Nous sommes donc sur le bloc de 15 minutes du gouvernement. Allez-y, Madame la ministre.
il n'y a pas d'évaluation de programme pour répondre à votre question de ces deux programmes-là, mais il y a une évaluation du niveau de connaissance de l'étudiant à la fin de chaque étape de son parcours de francisation, qui lui permet d'aller à l'autre niveau. Tous ceux qui sont inscrits en cours de francisation. Merci. Madame Donc, les 40 000 qui sont inscrits en cours de